Bonjour à tous, bonjour Xavier. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui sur notre site Lutte ouvrière parce que comme vous le savez tous, avec la pandémie actuelle, on ne peut pas faire notre réunion mensuelle du Cercle Léon Trotsky qui réunit à peu près chaque mois quelques centaines de camarades, de sympathisants autour d'un sujet d'actualité ou de l'histoire du mouvement ouvrier. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter avec Xavier le sujet sur lequel notre camarade a travaillé, qui est le centenaire de la naissance du Parti communiste. Alors, ce centenaire, on vient de le fêter, puisque le congrès de Tours avait eu lieu en décembre 1920, mais le PC d'aujourd'hui, évidemment, il n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il était au moment de cette naissance. D'abord, il s'appelle aujourd'hui Parti communiste français. Or, à l'époque de sa naissance, c'était la section française de l'Internationale communiste. Et donc, à sa naissance, il s'agissait d'un parti internationaliste et révolutionnaire. Alors que les actuels dirigeants du PC sortent le drapeau bleu-blanc-rouge à chaque occasion et nous abreuvent de produisons français et de secteurs industriels français. Alors nous voulons les héritiers des années de jeunesse de ce parti. Et on partage le combat de ces femmes, de ces hommes qui ont tenté de bâtir un parti communiste, c'est-à-dire un parti internationaliste et révolutionnaire dans le contexte de la Première Guerre mondiale et puis de la Révolution russe de 1917. Alors ce parti communiste, il n'est pas venu de rien. Il y avait des traditions dans la classe ouvrière en France, des traditions politiques, des traditions syndicales. Alors peut-être qu'on peut revenir sur le contexte qu'a créé cette boucherie sanglante de la Première Guerre mondiale. Ah oui, depuis août 14, l'Europe elle était ravagée par une guerre entre les principales puissances européennes qui se battaient en fait pour l'accès aux colonies, pour l'accès aux matières premières, pour se partager des débouchés pour leurs marchandises et leurs capitaux. Et cette guerre, elle était prévisible, elle était inscrite dans le développement du capitalisme depuis plusieurs décennies. Et c'est justement ce que les organisations du mouvement ouvrier, qui étaient organisées dans une internationale, parce que dans chaque pays, effectivement, il y avait des partis socialistes qui se revendiquaient du marxisme, qui était le fruit du combat d'implantation de ces idées-là au sein de la classe ouvrière de plusieurs générations de militants. Or, c'est les dirigeants de ces organisations ouvrières, au moment du déclenchement de la guerre de 1914, ils se sont quasiment tous ralliés à leur propre gouvernement. Certains sont devenus ministres, ils ont voté les crédits de guerre. On a vu en France Léon Jouot appeler les ouvriers à faire leur devoir en rejoignant le front. Et ça a été évidemment une stupeur pour la petite minorité de dirigeants socialistes de l'international qui avaient conservé leur position internationaliste. C'était le cas en particulier de Lénine, qui était exilé en Suisse, de Trotsky, qui était réfugié en France, en Allemagne, Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg, qui ont été mis en prison assez rapidement pour les positions internationalistes qu'ils ont prises. Alors justement, en 1915, en Suisse, à Zimmerwald, a lieu une première conférence dont le but est justement de renouer les liens entre ces militants restés sur des bases internationalistes et qui avait été évidemment rompu par l'entrée en guerre et par ce bouleversement. Mais tous ces militants, ils n'étaient pas sur les mêmes bases politiques. Effectivement, il y avait d'un côté des pacifistes qui en fait voulaient que la guerre s'arrête, et puis de l'autre côté, il y avait des militants qui considéraient que la guerre, ça allait être une accélératrice des événements, une accélératrice de la lutte de classe, qui étaient convaincus qu'il fallait militer pour transformer cette guerre impérialiste dont les bourgeoisies étaient responsables en une guerre civile, en une guerre pour transformer en révolution politique pour que les travailleurs prennent le pouvoir. Et en particulier, c'était la position défendue par Lénine à Zimmerwald. Alors il faut dire que Lénine, il était le dirigeant du parti bolchevique, l'une des deux tendances du parti socialiste russe, qui dans son ensemble n'avait pas rallié l'Union sacrée. Voilà. Et donc en France, il y avait un tout petit groupe de militants qui défendaient ces positions. Alors, du côté de la SFIO, c'était le cas en particulier de Fernand Loriot, qui était un instituteur, qui avait 45 ans à ce moment, dans cette période-là. Il a été assez rapidement rejoint par Boris Souvarine, qui était
un jeune, 21 ans, réformé de l'armée, qui a assez vite aussi pris des positions internationalistes. Et puis du côté de la CGT, du côté des rédacteurs du journal La Vie ouvrière, eh bien, il y avait Pierre Monat et Alfred Rosmer qui ont défendu ces positions. Alors surtout Rosmer, puisque Monat, lui, a été envoyé au front comme des millions de militants qui n'étaient pas d'accord avec tout ça. Ce qui va se passer et qui va être un nouvel accélérateur pour cette histoire, c'est la révolution russe. Puisque en octobre 1917, donc en pleine guerre, on est encore au milieu des champs de bataille en Europe, et les soviets d'ouvriers, de paysans, de soldats vont prendre le pouvoir. Et cette révolution en Russie, elle va déclencher une vague révolutionnaire, elle ne va pas s'arrêter aux frontières du pays. En 1918, à la fin de l'année, on va avoir une révolution en Allemagne, en Hongrie, en Finlande. Et puis dans les années qui suivent, 1919-1920, on a 2 années d'agitation extrêmement importantes en Italie, avec des grèves, des occupations d'usines, des émeutes, des insurrections. Alors, cette vague révolutionnaire, elle a joué un rôle là aussi. Évidemment, déjà pour les opprimés du monde entier, la révolution russe d'abord, et puis la vague révolutionnaire qui a suivi, ça représentait un immense espoir du fait que la société pourrait changer. Et pour les militants qui étaient restés internationalistes pendant la guerre, eh bien, elle validait les choix de Lénine. Elle validait cette idée que d'abord la guerre allait se transformer en révolution. Elle validait l'idée que pour que les travailleurs réussissent à prendre le pouvoir, il fallait qu'il y ait un parti, comme le parti bolchevique, qui a joué un rôle crucial au cours de toutes les journées décisives de l'année 1917. Parce que finalement, ça validait cette idée que pour prendre le pouvoir, les travailleurs ne pourraient pas y arriver à travers le Parlement, des bulletins de vote, mais qu'ils devraient en fait détruire la machine d'État de la bourgeoisie pour prendre leur propre sort en main. Alors le problème, c'est que dans tous les pays, en dehors de la Russie, qui ont connu une vague révolutionnaire, eh bien, il n'y avait pas un parti comme le parti bolchevique. Il n'y avait pas une direction qui avait été formée par les événements des années précédentes et puis qui était capable d'être une boussole dans une période de tempête. Et c'est en particulier pour à la fois affirmer cette nécessité, pour commencer à construire de telles organisations, que les bolcheviks ont proclamé en mars 1919 une internationale communiste. Et alors en France, pas de vague révolutionnaire en réalité? Alors oui, en France, il n'y a pas eu de vague révolutionnaire, malgré les 1,4 million de morts, les gueules cassées, des régions entières détruites, et puis malgré les conséquences économiques de la guerre avec une inflation importante, eh bien la France, elle se retrouvait du côté des vainqueurs. Et d'une certaine façon, l'ivresse de la victoire, ça a donné un répit à la bourgeoisie française. Alors ça n'empêche pas que des millions de travailleurs, de jeunes, ont été politisés de façon accélérée par cette guerre. Il y a une génération qu'on a appelée les nés de la guerre. Certains avaient perdu un grand frère au front. Ils rendaient responsable le capitalisme de la barbarie qui avait été celle de toute l'Europe pendant ces 4 ans. Alors ça s'est traduit d'abord par un afflux important vers les organisations ouvrières. Entre 1918 et 1920, la CGT elle est passée par exemple de 500 000 adhérents à 1,6 million d'adhérents. La SFIO avait à peine 25 000 adhérents à la fin de l'année 1918. Au moment du congrès de Tours, en décembre 1920, elle avait quelque chose comme 170 000 adhérents. Et puis ça s'est traduit encore autrement, ça s'est traduit par des mutineries dans la flotte militaire française en avril 1919 sur la mer Noire, parce qu'en réalité la guerre n'était pas terminée, et la bourgeoisie française poursuivait la guerre contre la révolution russe, contre les bolcheviks, en envoyant des corps expéditionnaires. Et c'est une partie d'entre eux qui se sont mutinés. Et puis ça s'est traduit en réalité très rapidement après la guerre en France, par des grèves multiples et politiques, en particulier l'année 1919, autour de mai-juin 1919. Le gouvernement bourgeois, c'était Clemenceau qui était au pouvoir, a essayé de désamorcer ces grèves, par exemple en concédant la journée de 8 heures, mais ça n'a pas suffi. Alors un des problèmes, c'est que pour des militants comme Monat, par exemple, ces grèves étaient des grèves politiques, et ils pensaient que ces grèves allaient déboucher sur une situation révolutionnaire. Mais Trotsky, justement, devant ces mêmes grèves, expliquait que ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas un état-major révolutionnaire pour permettre que le niveau de conscience de l'ensemble de ces travailleurs progresse. Tu expliques que les militants révolutionnaires, en fait, on les retrouve un peu à 2 endroits, dans 2 organisations. D'une part dans la SFIO, d'autre part dans la CGT.
C'est ça. Alors d'abord, ils étaient relativement peu nombreux, les militants qui avaient réellement tiré les leçons à la fois de la trahison des chefs socialistes et puis de la révolution russe, et en effet, ils étaient répartis, divisés. Alors il faut savoir qu'en France, avant la guerre, tout un courant militant, qu'on appelait les syndicalistes révolutionnaires, militait sur un terrain politique, mais en dehors de la SFIO, à la CGT. Et alors ils reprochaient à la SFIO de passer trop de temps, trop de préoccupations sur le terrain parlementaire, sur le terrain des luttes électorales, pour la conquête de municipalités. Ils reprochaient à un certain nombre de dirigeants socialistes d'être finalement liés à l'intelligentsia de la bourgeoisie par une multitude de canaux, ce qui était une réalité. Alors, cela dit, la guerre avait montré que la CGT n'a pas été à l'abri de l'Union sacrée, et en 1919 encore, une majorité des syndicats, même des fédérations de la CGT, étaient réformistes, derrière Jouot, qui étaient liés par de multiples liens à Clémenceau. Et puis surtout, ce que les syndicalistes révolutionnaires en 1919 mesuraient peut-être pas suffisamment, c'est cette idée qu'il y avait eu un afflux. La SFIO de 1919 n'était plus la même. Les dizaines de milliers d'adhérents, les millions de travailleurs qui regardaient de son côté, ne voyaient pas une organisation qui avait trahi en 1914, mais l'assimilaient à un parti socialiste ouvrier qui incarnait la révolution russe. Tu disais tout à l'heure, tu l'as rappelé, l'Internationale communiste, elle a été fondée en mars 1919. Et finalement, le PC, lui, il a mis du temps à se constituer, à naître. Qu'est-ce qui a freiné ? Oui, alors donc les années 1919-1920 sont passées sans qu'il y ait la création d'un parti communiste, et c'était des années cruciales. Alors, un des problèmes, c'est qu'au sein de la SFIO, les militants qui défendaient ces positions internationalistes, Fernand Loriot, Souvarine, étaient minoritaires. Alors ils ont gagné pas à pas du poids, mais la majorité du parti était en réalité tenue par des personnalités comme Frossard et Cachin, qui étaient des dirigeants du Parti socialiste, qui en fait avaient dans un premier temps été des soutiens de l'Union sacrée. Cachin avait été envoyé en Italie et même en Russie pour essayer de convaincre les gouvernements de se mettre dans la guerre ou de le poursuivre. Mais en même temps, ces dirigeants-là étaient poussés par la base du parti qui regardait du côté de la révolution russe, et pour conserver leur position de député, pour conserver leur position à la tête du parti, ils radicalisaient leur langage. Ils se prétendaient favorables au ralliement à l'international, favorables à la révolution russe, et ils ne voulaient surtout pas rompre avec l'aile droite, incarnée par des gens comme Blum, et donc ils tergiversaient. Ça, c'est un aspect du problème. Et quant à Monat et ses amis, eux, ils étaient en dehors de la SFIO, donc ils n'étaient pas à l'intérieur de la SFIO pour mener ce combat. Alors, toute l'année 1920 va passer, et il va y avoir, les grèves vont se poursuivre. En particulier, il y a eu une grande grève des cheminots en mai et juin 1920, une grève dure, où les patrons du rail, parce que en fait, il n'y avait pas d'une compagnie nationale à l'époque, ont utilisé des briseurs de grève, des retraités, les élèves des grandes écoles pour faire fonctionner les trains. Le gouvernement a envoyé l'armée à plusieurs reprises, et puis cette grève s'est finie par une défaite. Il y a eu 18 000 révoqués. Donc évidemment, ça a contribué à retarder. Je dirais aussi au passage qu'à la suite de la grève, le gouvernement a profité de cette ambiance générale pour mettre en prison Loriot, Souvarine, Monat, qui ont passé quelque chose comme 10 mois à la prison de la Santé. Ça, c'est la démocratie bourgeoise aussi. Voilà. En juillet 1920, à Moscou, les bolcheviks ont organisé le 2e congrès de l'Internationale communiste. Et cette fois-ci, il y avait des représentants de partis réellement constitués d'un plus grand nombre de pays. L'objectif de cette internationale, c'était, encore une fois, de transmettre l'expérience des partis bolcheviques, mais plus que ça, d'analyser la situation mondiale et d'offrir une politique pour les travailleurs du monde entier. Et c'est en particulier à ce congrès-là qu'ils ont défini 21 conditions pour adhérer à l'internationale communiste. Parmi elles, justement, était quelque chose qui va faire beaucoup discuter au congrès de Tours, c'est le fait que les parlementaires et les journaux du parti doivent être sous le contrôle de sa direction. C'est dans ce contexte-là, et avec ces 21 conditions, avec toutes ces discussions-là, qu'arrive du 24 au 29 décembre 1920 le fameux congrès de Tours.
Oui, alors bon, pour résumer ce congrès, en réalité, eh bien, on va dire que la majorité de la SFIO, y compris donc des gens qui soutenaient jusqu'à présent Froissart et Cachin, qui étaient un peu des opportunistes, se sont ralliés à l'adhésion à l'international. Loriot et Souvarine étaient en prison. C'est eux qui ont rédigé depuis la prison de la Santé la motion principale qui appelait à cette adhésion à l'international, qui a été en fait portée par Cachin et Froissart. Et puis l'aile droite du parti, qui a été conduite par Léon Blum, a rompu et a quitté. Alors on peut dire qu'à partir du congrès de Tours, il y avait enfin un parti communiste revendiquant de la révolution russe et qui avait un petit peu clarifié la situation. Et c'est vrai que c'était un parti qui en plus avait une assise militante et représentait un grand espoir pour beaucoup de travailleurs dans le pays. Mais en même temps, c'est un parti qui avait encore beaucoup d'ambiguïté, puisque la majorité de sa direction était en fait des ralliés de circonstances. Et il restait à le transformer en un véritable parti révolutionnaire, avec des méthodes, une politique, une façon d'organiser les travailleurs et de s'adresser à eux, de suivre leur combat, qui soit celle d'un parti communiste et qui soit plus celle d'un appareil réformiste qui est basé sur les simples élections. Cette scission du congrès de Tours, elle est salutaire, mais elle ne règle pas tous les problèmes. Et par exemple, on se retrouve dans une situation où un Rosmer, lui, il intègre le parti, tandis que son camarade Monat ne suit pas. Oui, alors ce qui retenait Monat, c'est qu'à la tête du parti, il y avait toujours les gens comme Froissart et Cachin, et il y avait toujours des avocats et des journalistes, et il estimait que c'était pas un parti qui était encore réellement transformé, et il n'avait pas envie de le rejoindre. Sauf que le jeune parti communiste n'était pas que ça, et de très très loin. Le parti communiste, en janvier 1921, c'est un parti qui a des dizaines de milliers d'ouvriers, parfois qui ont commencé à travailler à l'âge de 15 ou 16 ans, qui adhèrent au parti à 18 ans, qui sont envoyés en prison pour fait de grève, qui sont licenciés, des jeunes paysans venus à la ville pour trouver du boulot, qui ont eu un frère mort au front et qui sont révoltés, prêts à faire de la prison, prêts à perdre leur travail pour défendre leurs idées, pour changer cette société. Et donc, effectivement, c'est ce parti-là qu'il faut transformer. Alors, au lendemain de ce congrès de Tours, l'enjeu, c'est donc de transformer ce parti en une direction révolutionnaire, d'en faire un vrai parti révolutionnaire, et pour ça, de pousser dehors tous ces éléments opportunistes dont tu as parlé précédemment. Eh ben, c'est exactement cela, et une des difficultés, c'est que pour mener cette tâche-là, eh bien, Rosmer était à Moscou, auprès de l'exécutif de l'International, pendant toute une partie de cette année-là. Loriot et Souvarine vont être en prison encore quelques mois, et puis Souvarine va aller remplacer Rosmer. Monat est resté en dehors, donc les militants un peu aguerris pour mener cette tâche n'étaient pas forcément très nombreux. Alors c'est pour ça que Trotsky et puis un certain nombre de militants bolcheviques qui connaissaient bien les militants en France, parce qu'ils avaient été exilés politiques, parce qu'ils avaient milité à leur côté, en particulier pendant la guerre, eh bien, ils militaient de façon intensive auprès des syndicalistes révolutionnaires pour qu'ils rejoignent un peu en masse ce parti. Ils considéraient que les syndicalistes révolutionnaires d'avant-guerre, c'était un petit peu l'embryon du Parti communiste. Mais ils avaient une prévention contre le parti, contre la politique à l'intérieur d'un parti, et donc ils leur proposaient de se battre pour rentrer dedans, y compris en posant leurs conditions, par exemple en demandant la mise à l'écart des plus compromis des réformistes, des dirigeants de journaux qui critiquaient l'International dans leurs journaux parce que c'était le cas, et puis en prenant des places à la direction de ce parti. Tu peux revenir justement un peu sur les divergences entre, disons, communistes et syndicalistes révolutionnaires, sur quoi elles portaient? Oui, alors une divergence était sur les relations entre le parti et les syndicats. Il faut dire que le jeune parti communiste avait une position un petit peu confuse là-dessus. L'International avait demandé à tous les communistes de se syndiquer. Et l'International, les militants bolcheviques, étaient convaincus que des communistes doivent se battre sur tous les terrains qui concernent les travailleurs. Donc les élections, c'est un terrain. La lutte, les agitations dans une campagne électorale, ça allait aussi. Mais la lutte quotidienne pour son salaire contre l'exploitation, c'est des occasions extrêmement importantes où les travailleurs, en se battant, s'aperçoivent que le juge, le magistrat, les journalistes sont du côté de la bourgeoisie, pas de leur côté. On peut négliger aucun aspect de la vie des travailleurs. Et puis les syndicalistes révolutionnaires, eux, à l'inverse, ils répétaient que
le travail syndical et le parti politique, c'était deux choses différentes. Ils revendiquaient beaucoup de l'indépendance des syndicats, et en particulier de la fameuse charte d'Amiens, mais c'était une charte qui datait d'avant la guerre, et qui en fait datait d'une situation qui n'était plus la même. Et en particulier, les dirigeants réformistes de la CGT utilisaient beaucoup cette indépendance des syndicats vis-à-vis des partis politiques de leur côté, pour empêcher en fait bien des travailleurs d'accéder aux idées, aux positions communistes, aux militants communistes. Et puis il faut dire aussi que l'immense majorité en fait des ouvriers membres du Parti communiste étaient syndiqués. Et dans les syndicats, en 1921-22, eh bien, les militants syndicalistes révolutionnaires, communistes, anarchistes, les plus déterminés, ils marquaient des points. Dans bien des luttes, bien des grèves, ils étaient les plus combatifs face aux patrons. Ce qui fait que les dirigeants réformistes de la CGT, les Jouot, etc., ont commencé à les exclure. Et ça s'est terminé par une scission dans la CGT, où les révolutionnaires, communistes, syndicalistes révolutionnaires, anarchistes, ont créé la CGT-U, U comme unitaire, parce qu'ils voulaient marquer que la scission n'était pas de leur fait. Ces divergences d'appréciation ou ces divisions, elles se sont un peu illustrées au moment de la grève du Havre en 1922. Tu peux y revenir ? Oui, alors cette grève, elle a duré 110 jours. C'est une grève qui a démarré en protestation à une baisse des salaires de 10% que les grands patrons de l'acier, de la métallurgie ont voulu imposer aux ouvriers. Et assez rapidement, cette grève, elle s'est étendue à d'autres catégories, bien sûr, où il y a des dockers, et des usines textiles, etc. Je crois qu'au mois d'août, il y a eu jusqu'à 22 000 grévistes au Havre. Et là encore, comme la grève des cheminots de 1920, c'était une grève dure, où les grands patrons, le comité des forges, ont apporté leur soutien complet pour ne pas céder. Et du coup, à l'inverse aussi, la police était du côté des patrons, bien évidemment. Et le 28 août 1922, à la suite d'une manifestation, la police a tiré, il y a eu 4 morts. C'était un massacre. Alors en réaction, la CGTU, qui dirigeait cette grève à travers une assemblée générale quotidienne, à travers un comité de grève, elle a appelé l'ensemble des ouvriers du pays, l'ensemble des syndicats a appelé à une grève générale de protestation contre ce massacre. Sauf que ça a été fait du jour pour le lendemain, la CGT réformiste s'en est démarquée, et ça a été un fiasco. Alors, autour de cette grève du Havre, il y a eu beaucoup de discussions, y compris dans l'international. Trotsky a tiré des leçons avec les militants communistes, où le jeune parti communiste avait pris position, bien évidemment, à travers l'Humanité, avait fait des collectes de soutien massives pour les grévistes, mais il ne dirigeait pas la grève vraiment, malgré la présence de nombreux militants communistes dans cette grève. Et il avait subi la pression des syndicalistes, y compris de la CGTU, qui disaient « bon, c'est l'affaire des syndicats, c'est pas l'affaire du parti ». Et ce massacre aurait dû être l'occasion d'une immense campagne de préparation, en envoyant des orateurs, des militants ou communistes dans tous les quartiers, les villes ouvrières du pays, pour s'appuyer sur l'immense émotion que ce massacre a suscité, pour montrer concrètement quel était le visage de cette démocratie française, etc. Ce qui n'a pas été fait. Après la grève du Havre, il y a une nouvelle crise dans le parti, et cette fois-ci, elle va aboutir au départ de Frossard et des principaux chefs réformistes. Oui, alors la grève du Havre, elle montrait que en fait, l'heure n'était plus à une révolution imminente, et que la bourgeoisie, elle avait repris le contrôle politique de la situation. Et ça, c'était pas vrai seulement en France. En 1922, à la même époque, eh bien Mussolini arrive au pouvoir. Après des mois où il avait envoyé ses faisceaux de combat tabasser les paysans rouges, détruire les maisons du peuple pour briser les organisations ouvrières. Voilà. Et donc la conclusion qu'avait tiré l'internationale communiste de cette situation, c'est que l'heure n'était plus... l'heure était à s'implanter, à se défendre, à donner des moyens aux travailleurs de se défendre contre les attaques. Et pour ça, de proposer, y compris une défense commune avec les organisations, les syndicats réformistes, avec les ouvriers influencés par le Parti socialiste. L'internationale communiste, elle avait formulé cette politique sous le terme général du Front unique, et cette formule, le Front unique, on peut la résumer sous la formule « frapper ensemble et marcher séparément ».
Alors cette tactique, elle a été très mal comprise et très mal reçue par les dirigeants du Parti communiste en France, donc en particulier ceux qui, justement, qui étaient encore majoritaires, plus beaucoup, mais encore un petit peu majoritaires dans le parti, les Frossard et les Cachin. Alors cette divergence sur le front unique, elle s'ajoutait à celle sur la grève du Havre, elle s'ajoutait à celle sur la tonalité de l'humanité, qui en fait faisait des articles bien souvent qui étaient plus des comptes rendus des discussions parlementaires que de la vie des travailleurs. Et ça a débouché au congrès du Parti communiste, je crois, de octobre 1922, sur une nouvelle crise et un blocage entre l'aile gauche portée par Rosmer, Souvarine et Dunois et quelques autres face à Frossard. Alors je ne vais pas tout raconter, mais l'Internationale communiste qui organisait son congrès, son 4e congrès en novembre 22, a un peu arbitré ça. Et la conclusion, c'est que Frossard et ses amis ont quitté le parti communiste tout début janvier 23. Et quelques jours après, Monat, lui, a posé son adhésion. C'est un peu symbolique. Il a dit quelque chose comme les politiciens partaient, il fallait venir. Alors simplement, il est arrivé après toute une partie de la bagarre des gens engagés contre eux, ou en tout cas, il avait participé que de l'extérieur. Alors, le combat pour la transformation du parti, là, on peut dire qu'il avait fait un bond en avant. Hein. Là, on se trouvait avec un parti qui cherchait à construire une direction révolutionnaire, qui était internationaliste et qui était sans concession politiquement par rapport à la politique du gouvernement français. Et on en a une illustration avec la politique que ce parti communiste a menée lors de l'occupation de la Ruhr. Ah oui, alors en janvier 1923, le gouvernement Poincaré a envoyé le corps expéditionnaire, la troupe, pour occuper la Ruhr. Alors après, au moment du traité de Versailles et de la fin de la guerre de 14-18, l'Allemagne avait été condamnée par les vainqueurs à des réparations financières considérables qu'elle ne pouvait pas payer. Et en occupant la Ruhr, la bourgeoisie française venait se payer en nature en quelque sorte. Et évidemment, le Parti communiste s'est opposé fermement à dénoncer cette guerre, cette occupation impérialiste. Il y a eu d'abord des meetings communs avec le Parti communiste allemand, et puis des meetings organisés à Paris contre cette occupation. Et les jeunes de la jeunesse communiste ont pris une part importante à ce combat. L'armée était une armée d'appelés, de conscrits, et les jeunes communistes ont organisé toute une campagne avec des tracts, avec un journal spécialement adressé aux conscrits qui s'appelait La Caserne, où ils appelaient les soldats à fraterniser avec les soldats allemands. Cette démonstration, cette campagne politique, alors elle n'a absolument pas empêché l'armée française d'occuper la Ruhr, mais c'était une démonstration par des actes et pas par des paroles de la position internationaliste et anti-impérialiste du Parti communiste français. Alors la bourgeoisie française, le gouvernement s'est vengé fortement. Il y a eu des dizaines et des dizaines de jeunes communistes qui ont été condamnés à des mois de prison pour complot contre l'État, pour propagande auprès de l'armée, y compris une partie de la direction du Parti communiste s'est retrouvée en prison, et le député Cachin, qui était resté, qui n'avait pas quitté Frossard, qui n'avait pas quitté le parti en même temps que Frossard, s'est lui aussi retrouvé en prison. Ça donne une idée d'ailleurs de la démocratie française quand ses intérêts de classe sont menacés. Alors justement, tu peux peut-être nous décrire quelques-uns de ces militants du PC de l'époque? Oui, alors c'était des militants dévoués à leurs idées, dévoués à leur classe, dévoués à leur parti. Et on peut penser, je pense à Auguste Herclay, qui était un ouvrier du textile de Vienne, dans l'Isère, qui a adhéré au parti en 1921. Et il a été envoyé en prison presque tout de suite parce qu'il faisait de l'agitation en même temps que les ouvriers italiens occupaient leurs usines pour que les ouvriers du textile de sa région occupent les usines. En 1923, il avait dû déménager à Elbeuf pour trouver du boulot. Il s'est retrouvé dans une grève et à nouveau avec de la prison. Je pense à Adrien Langumier, qui était un jeune ouvrier qui allait bosser à 15 ans. À 18 ans, il adhère au Parti communiste dans la région d'Auxerre. Et lui aussi se retrouve en prison pour fait de grève. Je pense aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais beaucoup de femmes ont été des militantes actives pendant la guerre sur des positions internationalistes. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, en France, là encore, la démocratie française ne donnait pas le droit de vote aux femmes, que l'avortement était un crime puni de mort, et que même faire de la propagande pour la contraception était aussi interdit.
eh bien le Parti communiste, à cette époque, lui, présentait des femmes sur ses listes en position éligible, en sachant parfaitement que le préfet allait les casser, invalider leur élection. Et parmi ces femmes, beaucoup étaient institutrices. Je pense à Marthe Bigot, qui a été révoquée pendant la guerre pour les positions internationalistes. Elle a contribué à la diffusion des idées de Zimmerwald, etc. Je pense à Lucie Colliard, une autre institutrice qui a été elle aussi révoquée, qui était une oratrice du parti, qui a multiplié les meetings de soutien à des grévistes. Et par exemple, cette militante, elle est allée soutenir la grève des Sardinières en 1924, une grève difficile à Douarnenez. Voilà. Donc c'était ce type de militant qui était membre du Parti communiste de 1922, 23, 24. Trois ans après le congrès de Tours, le PC avait donc changé. Il commençait à faire émerger une direction réellement révolutionnaire, mais à partir de 1924, cette évolution elle a été interrompue du fait de la bureaucratisation de l'Union soviétique, liée à l'isolement de la révolution qui n'a pas triomphé ailleurs, à l'arriération du pays et puis aux difficultés effroyables liées à la guerre mondiale d'une part et puis à la guerre civile d'autre part. Et après la mort de Lénine en janvier 1924, finalement cette bureaucratie elle va prendre le contrôle politique non seulement de l'État ouvrier mais aussi de l'internationale communiste. Alors tu peux peut-être nous dire deux mots sur les conséquences pour le Parti communiste en France. Oui, alors l'emprise de cette bureaucratie, elle avait pris la forme à partir de janvier 24 d'une alliance politique entre Staline, Zinoviev et Kamenev pour mettre à l'écart Trotsky et tous les militants qui, dans le parti russe, le suivaient. Parce que Trotsky avait pris la tête, finalement, politiquement, de la lutte contre cette bureaucratisation. Et bon, Zinoviev était à la tête de l'international, ça lui donnait beaucoup de poids et de crédit auprès du parti, en particulier le parti français. Alors il faut quand même voir que dans le parti français, comme dans beaucoup d'autres, tout ce qui se passait au sommet de l'international, ce qui se passait, les processus de pourrissement de l'intérieur qui étaient en train de se faire dans le jeune État ouvrier, leur passait au-dessus de la tête, ils n'étaient pas au courant. Cela dit, parmi eux, deux militants en particulier, donc Rosmer et Souvarine, avaient des liens personnels, enfin politiques et personnels avec Trotsky, qu'ils avaient côtoyé pendant toutes ces années-là, et ils ont tenté de publier, d'expliquer ce qui était en train de se passer. Alors Zinoviev a utilisé les moyens qu'il disposait avec l'international pour essayer de les mettre à l'écart. Et en particulier, il a envoyé 3 représentants de l'international, là encore, des militants anciens qui avaient eux aussi connu l'exil en France et qui étaient connus personnellement par un certain nombre d'anciens militants. Et bon, ça ne s'est pas passé comme une partie de plaisir quand même, c'est-à-dire que, y compris Souvarine a utilisé par exemple sa position de directeur du bulletin communiste pour publier des textes. Il a fait éditer Cours Nouveau de Trotsky qui dénonçait cette bureaucratisation. Et pour prendre un exemple, il a trouvé à un moment donné le soutien d'un certain Maurice Torres, qui était un jeune secrétaire de la Fédération du Nord, et qui ne voyait pas tellement pourquoi on attaquait Trotsky comme ça. Trotsky était, aux yeux des plus politisés quand même, c'était le compagnon de Lénine dans cette révolution. Les envoyés de l'international ont convaincu Torres que s'il perdait son poste de permanent, il allait peut-être devoir retourner à la mine, et c'est des arguments qui ont été visiblement assez convaincants. Et donc, en fait, les envoyés de l'international, ils avaient justement à leur disposition ce type de moyens, d'appareils. En 1924, il y a eu 400 postes de permanents qui ont été créés dans le Parti communiste français. Donc, c'était plus un combat sur des idées simplement. Alors, il ne faut pas... Bon, assez rapidement, donc, Souvarine a été écarté du bulletin communiste, et puis il a été exclu parce qu'il a protesté publiquement. Monat et Rosmer ont démissionné de la rédaction de l'Humanité, ils ont été aussi exclus assez rapidement avant la fin de l'année 1924. Bon, Loriot et un certain nombre des fondateurs du Parti communiste sont un petit peu revenus au premier plan pour engager ce combat-là,
ils ont multiplié les prises de parole dans les assemblées du parti, ils ont essayé de publier des textes pour protester contre cette emprise. Alors je crois qu'ils utilisaient une expression de bureaucrate au cerveau desséché. Voilà. Bon, mais en réalité, ils se sont retrouvés relativement rapidement eux aussi mis à l'écart et sans possibilité de se faire comprendre de la majorité du parti. Finalement, en très peu de temps, les relations entre le Parti communiste en France et l'internationale, elles vont changer de nature. L'internationale, elle ne cherche plus à transmettre une politique, à convaincre, à illustrer, à entraîner. Elle cherche à avoir à sa disposition, à mettre en place des marionnettes qui obéissent à tous ces tournants, quels qu'ils soient, et quelle que soit la direction qu'ils prennent. Et en 1926, la plupart des fondateurs du parti, comme tu viens de nous l'illustrer, ils étaient soit sans voix, soit carrément dehors. Mais comment est-ce que cette politique elle a été reçue? Comment elle a été acceptée finalement par les militants de ce parti? Il faut quand même voir déjà que cette bureaucratisation elle a été facilitée par l'ignorance générale qu'il y avait dans le parti de ce qui est des enjeux et des dessous de tout ce qui était en train de se passer en Union soviétique, par un niveau politique relativement faible aussi de jeunes militants adhérents à un petit peu de fraîche date. Mais surtout, ça a été accéléré et rendu possible par le fait que tout ça a été habillé d'objectifs qui étaient acceptés par tout le monde et qui étaient légitimes, y compris par l'opposition. Ça a été habillé derrière l'idée qu'il fallait réorganiser le fonctionnement du parti, réorganiser la façon dont les militants étaient organisés, dans quelle direction ils orientaient leur activité, en particulier en direction des usines. Alors tout ça, ça a pris le nom de bolchevisation du parti, mais derrière cet objectif louable de la bolchevisation, de la réorientation en direction des usines, de mettre en avant des jeunes ouvriers, eh bien, ça a été l'occasion de mettre à l'écart les oppositionnels, de mettre à l'écart ceux qui voulaient bien cette réorganisation, mais sur des bases politiques saines. Bon. Et puis, ça a été aussi facilité par un autre aspect, c'est que derrière ces méthodes-là, la politique, le langage du Parti communiste n'avait pas changé. Et par exemple, en 1925, il y a eu le début d'une guerre assez atroce, déclenchée par le gouvernement français, contre le soulèvement du Rif au Maroc, qui était dirigé par Abdelkrim. Bon, en gros, le gouvernement français est intervenu pour empêcher qu'il y ait une révolte contre le colonialisme, contre la tutelle de l'Espagne et de la France, et que ça fasse tache d'huile dans les autres colonies. Eh bien, en 1925, le Parti communiste a dénoncé sans aucune ambiguïté cette position-là. Le député Doriot et le député Torres ont envoyé un télégramme de soutien à Abdelkrim. Et donc, c'était la politique du Parti communiste, en apparence et dans les premiers temps, ne semblait pas avoir changé. Oui, et d'ailleurs, en plus, ces militants, ils étaient victimes d'une répression assez importante de la part de l'appareil d'État français. Et absolument, puisque justement, l'intransigeance de ces militants était évidemment réprimée. En 1927, le ministre de l'Intérieur s'appelle Albert Sarraut, et il fait des meetings en expliquant « le communisme, voilà l'ennemi ». Et il a mis en place d'ailleurs des lois sécuritaires, c'était pas quelque chose de si nouveau que ça, qui permettaient d'arrêter des militants. Et un militant du Parti communiste en 1926, 27, 28, etc., il savait que dès qu'il participait à une manifestation, il y avait de grandes chances qu'il finisse au poste et peut-être même en prison. C'est des militants qui étaient mis sur des listes noires. Il y avait une répression gouvernementale pour la politique qu'il menait et une répression patronale. Donc, par ailleurs, la politique qui commençait à être, avec beaucoup de zigzags de la direction du Parti communiste, isolait un petit peu les militants du gros des travailleurs. Donc ce qui fait que le sentiment de beaucoup de militants à partir de là, c'est qu'il fallait se battre, y compris physiquement, contre ses adversaires. Et les adversaires étaient aussi, leur direction les présentait aussi venant de l'opposition de gauche. Donc les coups ont commencé aussi à remplacer un petit peu les arguments. Oui, je pense par exemple à Jules Fourier, c'est quelqu'un qui était orphelin à 13 ans, qui allait bosser à partir de 15 ans, qui était peintre en bâtiment, et il raconte des années plus tard qu'il a adhéré au Parti communiste, donc en 1927, parce que c'était le parti de la cogne. Et ce militant, qui a été licencié plusieurs fois, qui a organisé des chômeurs, il s'est retrouvé en prison à plusieurs reprises, et il explique encore des années après que la prison c'était l'université pour les militants. C'est là qu'il a appris
l'histoire du mouvement ouvrier en français en particulier, c'est précisé comme ça, de la Commune de Paris, c'est là qu'il a appris à rédiger des tracts. Alors tout ça, ça donne des militants qui étaient déterminés, dévoués, mais en réalité dont le courage et la détermination a été dévoyés pour une politique qui n'avait plus beaucoup de rapports et de moins en moins de rapports avec les intérêts de la classe ouvrière et des travailleurs. Et c'est ça le drame du Parti communiste dans cette période-là. 100 ans après le congrès de Tours, qu'est-ce qui reste de ce Parti communiste pour la classe ouvrière aujourd'hui? Déjà, je voudrais dire que 10 ans après le congrès de Tours, le Parti communiste était devenu un parti stalinien. Et les militants dont nous avons parlé, Rosmer, Souvarine et d'autres, qui avaient combattu pour construire un parti communiste réellement, c'est-à-dire révolutionnaire, internationaliste, un état-major pour la prise du pouvoir des travailleurs, on peut dire que 10 ans après, ce combat-là, il avait échoué. Et que ceux parmi ces militants, et ils sont nombreux, qui ont continué à le mener, ils ont dû le mener de l'extérieur du Parti communiste. Parce qu'en 1936, le Parti communiste était et est resté pour les décennies suivantes un parti ouvrier avec beaucoup d'influence dans la classe ouvrière. Mais ce crédit dans la classe ouvrière, il l'a utilisé entièrement pour sauver à plusieurs reprises l'ordre social, l'ordre bourgeois. Alors ça a été une première fois en 1936 où il a utilisé son crédit pour canaliser l'énergie des travailleurs au moment des grèves avec occupation derrière le Front populaire, où ce qu'on nous présente comme les conquêtes du Front populaire ont été reprises les unes après les autres dans les années suivantes. Et puis ça a été le cas à une autre échelle en 1944 où le Parti communiste a participé dans le gouvernement avec De Gaulle pour aider à rétablir l'appareil d'État, l'armée, la police, l'appareil productif pour que finalement la bourgeoisie puisse recommencer à faire des profits. Alors quelles leçons finalement pour aujourd'hui? Déjà, je voudrais dire que la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'a plus du tout aucun rapport avec celle de l'époque. Il faut être conscient de ça. Déjà, il n'y a pas une révolution victorieuse il y a 2, 3 ans ou 4 ans qui a bouleversé le monde. Il n'y a plus, justement, malheureusement, du fait d'ailleurs de toute cette politique du stalinisme en particulier, une conscience de classe importante existant dans la classe ouvrière, qui existait dans les années 1918, 19, 20, avec l'héritage du mouvement ouvrier. La politisation et la combativité de la classe ouvrière ne sont plus du tout les mêmes aujourd'hui. Et ce qui reste aujourd'hui, c'est la nécessité impérieuse de construire un parti communiste. Depuis cette époque, la société elle a continué à se développer, les forces productives se sont développées, la classe ouvrière, c'est aujourd'hui une classe sociale qui existe partout sur la planète, c'est elle qui fait marcher la totalité de la société. L'aspect collectif des moyens de production n'a jamais été aussi visible qu'aujourd'hui. Enfin bon, l'actuelle pandémie nous montre bien l'incapacité de la bourgeoisie de satisfaire les besoins de l'humanité dans tous les domaines, la santé, l'éducation, le logement, etc. Donc la nécessité que la classe ouvrière prenne le contrôle de ses moyens de production pour les mettre au service de toute la population n'ont jamais été aussi importants. Les forces de la classe ouvrière sont intactes aujourd'hui. Et dans les luttes inéluctables que les travailleurs vont devoir mener pour défendre simplement leur droit à l'existence, nous sommes complètement convaincus qu'ils feront preuve de la même combativité, de la même détermination, de la même énergie que les travailleurs dans les périodes précédentes du passé ont mené. Mais nous sommes aussi convaincus que sans un parti pour permettre de mener ces luttes jusqu'au bout, ces luttes elles seront une nouvelle fois émiettées, diluées comme elles l'ont été à l'époque. Et c'est là où notre responsabilité et notre travail, on a des leçons à tirer de toute cette expérience des années 1920, c'est qu'il faut qu'on s'attelle à la construction d'un parti communiste réellement révolutionnaire. Merci Xavier. Chers camarades, cette présentation s'arrête là, mais vous pourrez retrouver sur notre site l'intégralité du texte du camarade sur donc, ce centenaire du Parti communiste. Et très bientôt, vous l'aurez également disponible sous forme de brochure.